Donc, je remercie déjà toute l'équipe du Somnoforum de m'avoir invité. Je suis très touché par votre proposition. Et je vais tenter de vous intéresser à l'endoscopie sous sommeil induit. Alors, je ne sais pas si beaucoup de gens parmi vous la pratiquent, mais peut-être parmi les ORL. Conflit d'intérêt, on va passer. Alors, comme on est à la réunion, j'en ai profité. Quand on examine un patient ronfleur, apnéique, on imagine ce qui se passe dans sa gorge, mais on ne le voit pas. C'est comme dans les volcans. On imagine ce qui se passe au fond du cratère, mais on ne sait pas réellement. Alors c'est moins dangereux de faire une endoscopie sous sommeil induit que de descendre au fond du cratère. Alors, est-ce que l'examen éveillé est suffisant pour prédire l'efficacité de la chirurgie? Certainement pas. Friedman a fait des études il y a bien longtemps. Il a repris toute une série de patients et a évalué pour qui la chirurgie fonctionnait et pour qui la chirurgie ne fonctionnait pas. Alors moi, je vois très mal les couleurs. Et bon, assez logiquement, quand il y a des grosses amygdales et une petite langue, la chirurgie est efficace. Donc, quand on est face à des grosses amygdales et une petite langue, on a des résultats chirurgicaux qui sont assez intéressants, 80%. Assez logiquement, quand les amygdales sont de petite taille avec une grosse langue, les résultats ne sont pas intéressants, ne sont pas satisfaisants. Et puis, il y a toute cette catégorie où les amygdales sont de taille intermédiaire avec des langues de taille intermédiaire. Et là, c'est le flou, avec des résultats chirurgicaux qui sont quand même pas très satisfaisants. Et c'est probablement pour ça, par les mêmes constatations qu'avaient fait Croft et Pringle dans les années 90-91, qu'ils avaient remarqué que certains patients répondaient bien à la chirurgie et d'autres non. Alors ils se sont dit, peut-être qu'il faut qu'on voit ce qu'il se passe pendant le sommeil, et donc on fait les premières endoscopies sous sommeil induit. Et puis plus tardivement, Vicini a comparé une belle série de 250 patients. Il a comparé ces données à l'examen éveillé et à l'examen sous sédation. Et dans 3/4 des cas, il a noté qu'il n'y a pas de concordance entre les données éveillées et les données sous sédation, en particulier pour l'hypopharynx. Et puis, autre chose, l'examen éveillé ne permet pas d'évaluer la responsabilité de l'épiglotte dans l'obstruction. Alors, deux types d'obstruction, principalement, soit l'épiglotte elle-même obstructive ou l'épiglotte refoulée en arrière par la langue. Puis, dans une série personnelle, où j'ai repris 220 patients, assez logiquement, quand il n'y a pas d'amygdale ou des toutes petites amygdales, sous sédation, il n'y a pas d'obstruction. Toujours aussi logiquement, des grosses amygdales, toujours de l'obstruction sous sédation. Et puis il y a toujours ces amygdales de stade intermédiaire, de grade 2, où on remarque que dans 60% des cas, elles sont totalement obstructives. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer, des amygdales de grade 2. Un patient qui a un syndrome d'apnée du sommeil avec des amygdales de grade 2, il faut peut-être, et s'il n'y a pas d'autres éléments, il faut peut-être lui faire une endoscopie sous sommeil induit, parce que c'est des patients pour lesquels on peut avoir des bons résultats chirurgicaux. Encore faut-il les repérer. Alors, pour illustration du fait que l'examen éveillé n'est pas superposable à l'examen sous sédation, j'ai pris un exemple. C'est le même patient éveillé et sédaté. Alors, c'est un homme de 51 ans avec des amygdales de grade 2, des amygdales intermédiaires et un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Alors, moi, j'utilise encore l'IAH parce que c'est quand même ce qu'on utilise le plus souvent. Et puis, décrire tous ces symptômes aurait été un peu plus long. Il est intolérant à la PPC. Donc, ah oui, particularité, moi, je fais les endoscopies à l'envers. Généralement, les gens se mettent sur le côté du patient. Moi, je me mets toujours à la tête du patient. Ça me fait moins mal au dos. Oui, alors là, je l'ai renversé. Mais pour la suite, OK, on y va. Donc ici, les amygdales éveillées, qui ne sont pas obstructives. Et là, totalement obstructives. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce que que ce soit le propofol ou le diazépam, est-ce qu'on va faire ronfler n'importe quel patient? Et dans cette série, alors avec il y avait 53 patients, oui, à peu près, dans deux groupes, des ronfleurs habituels et des non-ronfleurs. Et en fait, sous propofol, tous les ronfleurs avec des concentrations croissantes se sont mis à ronfler. En revanche, les non-ronfleurs habituels ne se sont pas mis à ronfler. Donc, l'endoscopie, enfin, la sédation n'a pas fait apparaître du ronflement. De la même façon, on pourrait se dire, le diazépam ou autre anesthésique va provoquer des apnées, va augmenter des apnées. Et bien, dans cette étude,
on n'a pas augmenté l'index d'apnée. Alors, c'était une étude comparative chez les mêmes patients, pardon. Il y avait 50 patients. On a fait une polysomnographie nocturne classique et une polysomnographie lors d'une endoscopie sous sommeil induit. Donc, pas de majoration de l'indice d'apnée du sommeil, pas d'aggravation de la désaturation moyenne. La seule chose, il y avait les désaturations étaient peut-être moins longues. Les apnées, pardon, étaient peut-être un peu moins longues dans le groupe diazépam. Et on pourrait également se dire, le diazépam va provoquer des apnées centrales, va modifier la répartition obstructive centrale. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Même chose avec le propofol. Donc c'est le même type d'études. Hein. Donc on n'augmentait pas le nombre d'apnées. On ne modifiait pas la saturation moyenne. En revanche, il y avait des apnées peut-être un peu plus désaturantes avec le propofol qu'en spontané. Bon, c'est toujours des petites séries. Hein. Le problème, une endoscopie sous sommeil induit, ça ne dure pas très très longtemps. On ne va pas atteindre les stades de sommeil paradoxal. Dans cette étude qui a comparé la polysomnographie, avec le diazépam, on a quand même vu apparaître un petit peu de sommeil paradoxal, mais assez peu. Avec le propofol, pas du tout. Donc, la conséquence, c'est qu'un patient qui fait un syndrome d'apnée du sommeil uniquement paradoxal, ça n'a pas d'intérêt, semble-t-il, de lui faire une endoscopie sous sommeil induit. Et puis, il y a des gens qui se sont amusés pour confirmer l'intérêt de l'endoscopie, à comparer les données endoscopiques sous sommeil naturel, ça ne doit pas être facile hein, de dormir avec un fibroscope dans le nez, et puis sous sommeil induit. Et on a constaté qu'il y avait une assez bonne concordance pour les obstructions au niveau du voile ou des amygdales, également au niveau de l'épiglotte, c'était un peu moins bon au niveau de la base de langue. Même chose pour le type de rétrécissement. Il n'y a pas eu, entre les examens sous sédation ou sous sommeil naturel, de modification du type de rétrécissement. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, comment ça se passe? On se met au bloc opératoire ou dans une salle d'endoscopie. On essaye de réduire la lumière, de ne pas faire de bruit, ce qui est toujours difficile dans un bloc opératoire. On met la tête sur un oreiller. Il y a un anesthésiste, un ORL, une penseuse. On va classiquement faire l'examen en décubitus dorsal, mais on peut changer la position de la tête ou du corps. Bien sûr, on le surveille au niveau saturation, ECG, capnographie. On peut, c'est même recommandé d'utiliser le monitorage anesthésique par bis. Je dis on peut parce que moi j'aime pas du tout, mais et bien sûr il faut un petit peu d'oxygène au cas où, et puis un fibroscope et de quoi enregistrer. Le protocole d'anesthésie, alors il y a des recommandations, c'est d'utiliser le propofol en évoque avec des cibles de 2 à 2,5 gamma pour commencer, et puis en fonction de la réponse à la stimulation, de l'apparition du ronflement et du bis, on va augmenter par palier progressif. Alors, le souci du bis, et pourquoi je l'aime pas, c'est qu'il y a toujours un délai de réponse entre l'injection de propofol et le bis. On peut utiliser l'atropine en l'absence de contre-indication pour réduire les sécrétions salivaires, et on ne fait pas d'anesthésie locale au niveau, on ne fait pas de méchage à la xylocaïne dafazolinée. Dans le déroulement, donc, on commence par aller dans le cavum, on regarde globalement ce qui se passe, puis on va descendre derrière le voile du palais, derrière la base de langue. On peut changer la position de la tête et du corps. Alors en fait, quand on pense qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil positionnel, il vaut mieux commencer déjà sur le côté et après remettre le patient sur le dos. C'est plus simple. On va évaluer l'effet de la traction mandibulaire, éventuellement l'effet du tube nasopharyngé, et puis dans certains cas, on peut être amené à faire l'examen sous PPC. L'idéal, c'est que le patient apporte sa PPC, son masque de PPC, on fait un trou dans le masque ou la veille. Et sinon, on peut utiliser le ventilateur de l'anesthésiste en faisant varier la PEP et en mettant une fréquence respiratoire minimale. Alors, la difficulté technique, bien sûr, les sécrétions pharyngées. Il y a des patients qui salivent énormément. L'atropine rend service si on la fait suffisamment tôt. Il ne faut pas faire d'aspiration parce que il y a 9 chances sur 10 pour qu'on fasse saigner le patient, et là, l'examen, c'est mort. De temps en temps, le patient fait des longues apnées, et de ce fait, on n'arrive pas à préciser si c'est des rétrécissements antéro-postérieurs, concentriques. Il faut attendre que le patient se réveille un petit peu et reprendre l'examen.
également de ne pas modifier trop les données de l'examen au niveau de la base de langue, il ne faut pas descendre le fibroscope trop loin parce qu'on va récliner le voile et ça peut jouer un petit peu. Et puis, gros problème, c'est les éternuements. Alors, quand le patient commence à éternuer, déjà, il faut bien le maintenir parce qu'il se lève sur la table, il retombe un peu violemment. Bon, il faut attendre, il faut le rendormir. Alors, dans le compte-rendu, on va préciser la localisation des obstacles, l'importance de l'obstruction et puis le type de rétrécissement. Donc, au niveau amygdalien, vélaire, base de langue et au niveau de l'épiglotte. Puis, on va refaire le même examen en tirant un petit peu sur la mâchoire. Éventuellement, on a commencé en décubitus latéral et on se remet sur le dos. Efficacité du tube nasopharyngé. Et puis en fin de compte-rendu, on va préciser la quantité de propofol administrée, la durée de l'examen et les valeurs de bis constatées. Alors la classification généralement utilisée dans les publications, c'est la classification de vote, où on va préciser, bon, il y a une colonne rétrécissement antéro-postérieur, latéral ou concentrique, et puis dans chaque ligne, le voile, l'oropharynx, enfin les amygdales, les parois pharyngées latérales, la base de langue et l'épiglotte. Et on va préciser pour chacune des cases s'il n'y a pas d'obstruction, une obstruction partielle ou un ronflement, ou bien une obstruction complète. Alors, on va passer un petit peu à la sémiologie. Alors, ce qui est dommage, bon, on va faire comme ça. Donc, en haut à gauche, on voit un voile qui n'est absolument pas obstructif. En haut au milieu, un voile du palais qui est partiellement obstructif. Vous arrivez à voir les... Oui, ça passe bien. Ça me semble en décalage. Non. Avec malgré tout une luette qui a l'air de remonter un peu. Ici, une obstruction vélaire plus marquée, avec un ronflement. On voit bien le voile qui vibre. Ici, oui, c'est celle-ci où, lors de l'expiration, la luette remonte largement dans le cavum. Et puis là, une obstruction vélaire complète. On va faire les mêmes constatations au niveau de l'oropharynx. Donc ici, des amygdales qui ne sont pas obstructives, ou à peine. Là, des amygdales qui viennent se toucher. Et puis enfin, là, des amygdales qui sont franchement très obstructives. Même chose au niveau de la base de langue. Donc ici, pas d'obstruction de la base de langue. On voit bien la velléicule, il y a plein de place. Une obstruction partielle à ce niveau-là. Là, une obstruction plus marquée, voilà, avec une épiglotte qui est refoulée en arrière par la base de langue. Et il y a même des énormes amygdales linguales qui viennent finir de fermer la région rétro-basilinguale. Et puis dans ce dernier exemple, là, il n'y a plus du tout d'air qui passe. Il y a une bulle qui ne pète pas, il n'y a pas d'air. C'est une obstruction totalement complète. Au niveau de l'épiglotte, alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas le subodorer lors de l'examen éveillé. Donc là, dans ce premier cas, on voit une épiglotte qui vibre, qui ronfle. Alors, j'ai pas le son là, c'est dommage, mais elle ronfle réellement. Là, une épiglotte qui est en position postérieure, qui est très épaisse. Ici, un rétrécissement latéral au niveau des bords latéraux de l'épiglotte. Et puis là, quelque chose qui ressemble vraiment à une laryngomalacie, si ce n'est que c'était un enfant qui avait une dizaine d'années, si je me souviens bien. Donc il y a une obstruction importante. Alors, ensuite, on va préciser le type de rétrécissement. Là, on a un rétrécissement antéro-postérieur. On voit bien le mouvement du voile du palais. Ici, on est juste en regard du voile. Ce ne sont pas les amygdales. Et là, on a une obstruction latérale, latéro-latérale. Et enfin, notre ennemi, l'obstruction concentrique, circonférentielle du voile du palais. Je dirais pourquoi mon ennemi, enfin notre ennemi. Puis on va évaluer la protraction mandibulaire à différents niveaux. Ici, alors c'est une vidéo d'Émilie Béquignon. Là, c'était une bascule postérieure de l'épiglotte. Elle va tirer sur la mâchoire et on voit que l'obstacle se lève. Ici, on est au niveau du voile du palais. On va tirer. Ah, alors le voile s'avance bien avec une luette qui reste un peu gênante quand même. Là, au niveau des amygdales. Alors curieusement, je ne m'attendais pas à ce que ça lève l'obstacle, mais quand on va le mettre en protraction,
on ouvre largement l'espace interamygdalien. Pareil là, si ce n'est qu'il y avait une obstruction amygdalienne et une obstruction épiglottique. Bon, je n'ai pas mis de cas où ça ne marche pas parce qu'on ne voit rien. Voilà, et là, on lève les obstacles également. Les manœuvres positionnelles, là, je vous ai pris l'exemple d'un patient qui avait un syndrome d'apnée du sommeil typiquement positionnel, hein, avec des désaturations importantes en décubitus dorsal. Donc, c'est le même patient, hein, je vous l'assure, en décubitus dorsal et en décubitus latéral. Alors, dans les recommandations, d'ailleurs, de l'endoscopie sous sommeil induit, on dit que l'endoscopie doit être faite en décubitus dorsal, mais que si on a une notion de caractère positionnel, on peut commencer sur le côté. Voilà, alors je vous le mets en parallèle. Donc, une obstruction de base de langue importante, et là, en décubitus latéral, aucune obstruction. C'est quand même intéressant. Alors, le tube nasopharyngé, en réalité, bon, on utilisait le Nastent, mais qui n'est plus commercialisé, donc déjà, c'est compliqué. L'idée, c'est que s'il y a un obstacle vélaire, qu'on lève l'obstacle vélaire avec un petit tube nasolaryngé, on va réduire l'effet d'aspiration au niveau de la base de langue, et peut-être que des patients pour qui on lève l'obstacle avec le tube seraient des patients éventuellement chirurgicaux. Moi, je suis très, très dubitatif là-dessus. Alors, pour qui il faut faire des endoscopies sous sommeil induit ? En cas de proposition d'une chirurgie des voies aériennes supérieures, je pense que c'est important. Il y a 30 ans, on opérait tous les voiles du palais qui passaient. On avait 35-40% de succès. C'était une catastrophe. Donc, quand on doit opérer un patient, je pense qu'il faut lui faire une endoscopie. Dans certains cas, quand on ne sait pas si c'est une indication à une orthèse ou à une chirurgie, on peut le proposer. Et puis, de façon obligatoire également, avant mise en place d'un stimulateur du nerf hypoglosse. Et alors, les patients sous PPCI, il n'y a pas de recommandation, mais en pratique, ça peut être intéressant. Je vous montrerai un exemple pour comprendre un problème d'intolérance, pour comprendre un problème d'apnée résiduelle important. Alors, il y a des non-indications. Quand on a des grosses amygdales de grade 3 et 4 et pas d'obstruction rétrobasilinguale à l'examen éveillé, on a vu que les amygdales étaient toujours obstructives, donc il n'y a pas besoin d'aller faire une endoscopie sous sommeil induit. En pratique, moi j'aime bien quand même le faire, surtout pour évaluer la responsabilité également du voile. Si on décide de faire porter une orthèse au patient, ça n'a pas d'intérêt de faire l'endoscopie. Et puis, ça n'a pas d'intérêt en cas de SAS prédominant en sommeil paradoxal. Alors, les contre-indications, un patient qu'on risque de ne pas ventiler, parfois on se fait peur. Hein. Le patient désature profondément, on lui met de l'oxygène, éventuellement ça arrive rarement, mais on peut être amené à le ventiler un peu au masque. Alors, si c'est un patient qui est insuffisant respiratoire chronique ou pas ventilable parce que trop gros, il vaut mieux éviter. Certainement pas d'intérêt si on ne peut pas opérer le patient et qu'on ne peut pas lui mettre d'orthèse. Un patient en obésité sévère, une femme enceinte, des pathologies contre-indiquant un geste chirurgical. Puis un syndrome d'apnée du sommeil central, là, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Pour ça, il faut juste attendre la communication suivante du docteur Barouin qui nous expliquera ce qu'il faut faire en cas de SAS central. Alors, est-ce que ça a un intérêt au niveau des indications thérapeutiques? Dans cette étude, c'était Fernandez-Roulian, il a comparé les données endoscopiques, les données de l'examen éveillé, les données de l'obstruction avec les manœuvres de Muller et de la céphalométrie de profil. Et en fait, dans 40% des cas, il y avait une modification de l'attitude thérapeutique. Donc, c'est certainement intéressant. Alors, à juste titre ou non, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. L'intérêt, c'est confirmer l'obstruction si on décide d'opérer un patient du voile ou d'amygdale. L'intérêt, c'est de confirmer que l'obstruction, elle est bien là. Ici, donc, on n'a pas d'obstruction vélaire, il n'y a pas d'intérêt à l'opérer, ce patient. En revanche, celui-ci, on peut se poser... si je fais passer la vidéo, c'est mieux. Voilà, ce patient, on voit qu'il y a une obstruction vélaire. Au niveau amygdalien, ces amygdales, elles ne sont pas obstructives. Aucun intérêt de l'opérer. Enfin, en tout cas, probablement pas. Dans ce cas-là, on voit que les amygdales sont franchement obstructives. Ça nous conforte dans l'indication chirurgicale. Et puis, reconnaître les mauvais candidats à la chirurgie, toujours amygdalovélaire.
Dans ce premier cas, il n'y a pas d'obstruction au niveau de la base de langue. Donc si le problème est purement amygdalo-vélaire, on devrait être efficace. Ce patient que je vous avais montré tout à l'heure, on peut l'opérer des amygdales, probablement que ça ne changera rien. Et puis, il y a les obstacles épiglottiques qui peuvent rendre inefficace un traitement chirurgical. Puis reconnaître les mauvais candidats à la chirurgie, en tout cas vélaire, c'est les rétrécissements concentriques. Là, on a un rétrécissement antéro-postérieur. La chirurgie du voile devrait être efficace. En revanche, celui-ci, je disais que c'était l'ennemi. Le rétrécissement concentrique, la chirurgie ne marche pas. Et c'est aussi une contre-indication à mettre un stimulateur de l'hypoglosse. Alors, est-ce que ça a un intérêt prédictif sur une valeur prédictive positive de l'efficacité de l'orthèse? Dans cette étude, c'est des petites séries, c'est souvent ça, il y a 20 personnes dans chaque groupe, des patients pour qui on a prévu de porter une orthèse sans indication endoscopique, et puis d'autres après examen endoscopique. En fait, les patients pour qui l'indication est portée après l'examen endoscopique ont souvent des résultats, dans cette série en tout cas, de meilleurs résultats que sans endoscopie. Là, je vous l'ai dit, c'était une étude assez ancienne sur les premières séries de stimulateurs de l'hypoglosse, et ils ont constaté que chez les patients qui avaient un collapsus circulaire du voile, le résultat de la chirurgie du 12 de la stimulation du 12 était mauvaise. Alors, est-ce que ça améliore les résultats de la chirurgie? Eh ben, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, alors j'arrive pas à lire, moi c'est trop petit. On a pris toute une série de patients opérés avec des indications en plus chirurgicales variées. Ils ont tous été opérés du voile. Pour certains, l'indication était posée après endoscopie et d'autres non. Et en fait, on voit que les résultats sont à peu près comparables. Donc, ça n'a rien amélioré du tout. Et puis là, récemment, Marc Blumen, toujours très rigoureux, a fait une méta-analyse et il a vu que dans aucun cas, l'endoscopie sous sommeil induit avait permis d'améliorer les résultats. Ça laisse songeur, mais bon, sans aucun cas. Ouais. Dans aucune étude, pardon. Moi, je pense quand même que dans les amygdales de grade 2, ça vaut vraiment le coup. Alors, il y a des recommandations, il y avait des recommandations européennes, et puis il y a les recommandations de l'AFSORL et de la SFORL qui sont sorties cette année. J'ai du temps encore? Oui. Bon, très bien. Alors, on va passer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer quelques dossiers. Une jeune femme de 32 ans, avec un peu d'excès pondéral, un syndrome d'apnée du sommeil sévère, qui était symptomatique. Elle a été traitée par PPC, ça marchait bien. Et puis, elle s'est lassée de ce traitement. À l'examen clinique, elle était légèrement cisfrontale, un angle cervico-mentonnier normal, une petite langue, des amygdales de grade 2, un voile du palais normal, un rétrécissement rétrovélaire, mais pas rétro-basilingual, tiens, ça a disparu. En protraction mandibulaire, les espaces pharyngés avaient donné l'impression de s'ouvrir correctement, et un appareil mandibulateur satisfaisant. Donc, allons-y. Donc, je suis à la tête, je rentre par la fosse nasale gauche. Voilà, ça ronfle. Donc, il y a le voile qui ronfle, peut-être un peu, mais surtout les amygdales qui sont obstructives. Voilà, on va passer. Et alors, pas de réduction au niveau de la base de langue. On voit très bien les cordes vocales. Là, on la met en protraction. Les espaces pharyngés s'ouvrent correctement. Qu'est-ce que vous lui proposez à cette patiente? Poursuivre la PPC? Elle n'en veut plus. Mais proposer une orthèse, Darius? Non, une génioplastie, elle est un peu cisfrontale. Ou une amygdalectomie avec véloplastie. Alors là, en l'occurrence, je lui ai proposé une amygdalectomie et qui a été plutôt efficace. Elle est passée de 31 à 7. En revanche, pour le ronflement, on n'est pas bien. Elle est contente, elle a pu sa PPC, mais son mari, il est modérément content. Mais bon, on l'a amélioré au moins sur le plan des apnées, ce qui est déjà pas si mal. Alors ce monsieur, 58 ans, un syndrome d'apnée du sommeil sévère, plutôt positionnel, avec un IRH résiduel à 23 sous 10 cm de PPC. Et si on monte la pression au-delà, il a de l'aérophagie, il ne supporte pas. Pas d'excès pondéral, cisfrontal, une petite langue, un oropharynx large. Alors c'est
Toujours le même patient, en spontané, sous PPC, en protraction, en décubitus latéral. Alors en spontané, on voit cette épiglotte qui recule, qui bascule. Sous PPC, on devait être à 10 ou 12 cm. On voit en fait l'hypopharynx qui s'ouvre et on va même apercevoir la bouche œsophagienne. C'est peut-être ça qui explique l'aérophagie. En protraction, les espaces pharyngés s'ouvrent pas mal, sauf peut-être un peu au niveau du voile du palais. Quoique non, c'est pas mal. Si, voilà, il y a la luette qui est obstructive. Et puis, en décubitus latéral, alors on ne voit pas très bien, c'est pas facile de faire des fibroscopies. Le patient sur le côté, mais croyez-moi, ça ouvre les espaces. Et en fait, ce patient a été traité par un ronflesse, enfin peu importe. Alors, je n'ai pas le résultat de la polygraphie, mais son pneumologue me dit qu'il est passé à 4 en traitement purement positionnel. Alors là, c'est une grande réussite du docteur Yona. Patient, 30 ans, un syndrome d'apnée du sommeil léger à modéré, il ronfle 12% du temps, des amygdales de grade 2, une petite langue. Je lui ai fait une endoscopie sommeil induit, j'ai vu des amygdales complètement obstructives, une base de langue partiellement obstructive, un discret refoulement de l'épiglotte, j'ai dit, bon allez, hop, je l'opère. Je le revois quelques mois plus tard, au niveau de l'IH, on est passé de 15 à 16, et puis il ronfle beaucoup plus. On est passé de 12 à 56%. Alors c'est l'examen d'une nuit, il y a des variations d'une nuit à l'autre, mais enfin, bon, en tout cas c'est un échec. Donc je lui ai refait une endoscopie, et malheureusement, je n'ai pas retrouvé la première. J'aurais préféré pouvoir comparer. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une obstruction concentrique au niveau du voile du palais. Ça va se voir, voilà. Et puis, cette épiglotte, c'est étonnant que je ne l'ai pas vue initialement, qui vient se refermer sur elle-même et qui bascule en arrière en plus. Alors, en pratique, après, je l'ai mis en protraction. Puis j'avais l'impression que c'était plutôt efficace, tant sur l'épiglotte que sur le voile du palais. Donc je lui ai fait une orthèse. Ah, normal. Et il dort la bouche grande ouverte. Comme ça. Donc l'orthèse ne marche pas plus. Grande réussite. Autre patient, gros syndrome d'apnée du sommeil, IH 63, il est équipé d'une PPC avec un masque facial, et il a encore un IH résiduel à 23 sous 18 cm de pression. Bon, c'est un beau bébé, 115 kg, une grosse langue, des petites amygdales, un gros voile du palais. Donc là, on commence sous 18 cm de pression. Et on voit une obstruction du voile complète, antéro-postérieure. Au niveau de la base de langue, c'est pareil. On comprend. Sous PPC, il y a des fuites. On n'est certainement pas vraiment à 18 cm, mais on comprend que la machine, que la PPC ne soit pas efficace. Et là, on l'a mis en protraction, avec la PPC en même temps, et on lève les obstacles. Donc ce patient, on l'a équipé de la PPC et de l'orthèse. Alors probablement que le masque facial repoussait la mandibule, mais initialement, il avait été équipé d'un masque nasal, ça ne marchait pas plus. Et on obtient un IH résiduel à 8 cm, de 8 par heure, ce qui est quand même nettement mieux. Et on a essayé l'orthèse toute seule, ça ne marche pas. Combien de temps? 10 minutes? Ah bon? Bon. Patient avec un excès pondéral, et puis il s'essouffle très rapidement, ce patient. Au moindre effort, il est essoufflé. C'est un patient de Nathalie Eisenberg, d'ailleurs. Elle n'est pas là. Et puis à l'examen, on voit des arythénoïdes qui bougent bizarrement, un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Il ne supporte pas la PPC, il a une subluxation condylienne, donc on ne peut pas lui faire d'orthèse. Et puis vous allez voir, je n'ai pas la solution, je vous montre que les images parce qu'elles me semblaient intéressantes. Vous allez regarder le mouvement de ces arythénoïdes qui se croisent les bras en fait. Hop, il va relâcher. Hop, hop, joli. Bon. Et on comprend que même si la PPC pousse là-dessus, ça ne doit pas être très efficace. Allez, dernier dossier. Alors, dame, 41 ans, un IH à 35, elle est intolérante à la PPC, elle n'a pas d'excès pondéral, elle est cisfrontale et elle a eu une génioplastie, une langue intermédiaire, elle n'a plus d'amygdale, voile du palais lui être normaux,
Puis l'examen, il n'y a pas grand-chose. Elle veut pas d'orthèse. Et elle me dit, il faut faire quelque chose. Voilà. Bon. Quand même handicapant. Hein. Alors ça, en réalité, c'était à la fin. Quand on a fini, souvent les patients se mettent à ronfler. Et puis là, elle désaturait. Donc j'avais plus de gants, mais c'est pour ça que j'ai pas de gants. Je suis désolé. Ouais, voilà. On entend l'anesthésiste qui dit elle désature. On voit juste en fermant la bouche, hop, elle ronfle plus. Puis je lui avance un tout petit peu la mâchoire. Donc je lui avais fait l'endoscopie avant. Je vais peut-être passer un peu. Donc elle a une obstruction vélaire antéro-postérieure. Je vais accélérer. Ah ben j'ai plus de stylet. Elle a une obstruction rétro-basilinguale partielle, voire sévère, là, dans le cas présent. Voilà, on la protracte. Ça lève à peu près les obstacles. On la relâche. Ça marche plus. C'est pas grave, c'est la fin. Voilà. Donc pour cette patiente, en fait, je lui ai proposé d'aller faire une Bimax. Donc en conclusion, c'est pas un examen systématique. Il faut le faire qu'en fonction de ce qu'on y attend. Il faut respecter les indications, les non-indications. Ça permet quand même de peut-être mieux comprendre les effets les inefficacités de la PPC. Est-ce que ça a un intérêt pour prédire l'efficacité de l'orthèse, de la chirurgie? C'est pas encore clairement démontré. Je vous remercie.